Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 31 mars, il est l'heure de l'info. Pour sensibiliser au cancer colorectal, ce Haut-Marnais a parcouru 210 km autour de l'agglomération de Saint-Dizier. Il a été accompagné de professionnels de santé et de marcheurs. Ce soir, nous vous proposons un zoom sur le comptage animalier. Le temps d'une soirée, nous avons suivi le GIC Argonne Sud, composé de chasseurs et de naturalistes. Et comme chaque lundi, on termine notre journal avec du sport. Gaël sera sur notre plateau pour nous présenter un nouveau musée Bragard 100% boxe. Je vous le disais en titre, ce randonneur a parcouru 210 km pour sensibiliser au cancer colorectal tout autour de l'agglomération de Saint-Dizier. Pendant une semaine et accompagné de professionnels de santé ainsi que de marcheurs, Pascal s'est déplacé dans une trentaine de communes. Il a pu donner quelques conseils sur le troisième cancer qui touche le plus d'hommes en France. Léo Martin et Julien De Bruyne l'ont suivi. Pour sensibiliser au cancer colorectal, il existe Mars Bleu. À Saint-Dizier, plusieurs acteurs de la santé publique se sont retrouvés ce 22 mars devant les halles de la cité Bragarde pour rappeler l'importance du dépistage. Ce randonneur était aussi de la partie. Pascal se prépare à marcher 210 km autour de l'agglomération. Il est à l'initiative du projet. L'objectif est de parler du troisième cancer qui touche le plus les hommes et en informer directement les habitants. Ce tour de l'agglo va me permettre de passer dans 30 communes, ce qui n'est quand même pas rien, en complément de ce qui est fait aujourd'hui ici à Saint-Dizier. Pour la population braillarde, là, je pense que là, ça va permettre de toucher un petit peu plus de monde dans les communes. Le deuxième message qui est passé par cette action de Mars Bleu, c'est aussi de dire tout l'intérêt d'une pratique physique régulière. Et la marche en est une. Ce tour de l'agglomération a été réalisé avec l'aide de la communauté professionnelle territoriale de santé de Saint-Dizier. À ce jour, c'est le deuxième cancer le plus mortel. Pour l'homme comme pour la femme, de 50 à 74 ans, vous êtes invités tous les 2 ans à réaliser un test de dépistage rapide, simple, chez vous. Et donc sur toute la population qui est éligible à ce test, seulement 30 à 34% le fait réellement. Donc c'est vraiment beaucoup trop peu. Sachant que dans 90% des cas, si le cancer est dépisté assez tôt, alors ce sera sans séquelles et ce sera très vite guéri. À 10h, le groupe de randonnée quitte Saint-Dizier. Première étape, Heurville-Bienville à 30 km de marche. Des professionnels de santé de la commune se sont rassemblés pour expliquer en quelques minutes l'importance du cancer colorectal. Ici, on mise sur le dépistage et les moyens de se faire dépister. C'est important parce qu'on entend beaucoup parler des autres cancers et peut-être que le fait que ce soit le cancer colorectal, c'est peut-être un peu tabou pour les personnes alors que ça existe malheureusement et que c'est bien plus répandu qu'on ne le pense. Oui, c'est un signe fort. Je crois que sur l'agglomération, c'est quand même la première fois qu'il y a une telle marche d'organiser pour Mars Bleu et notamment le cancer colorectal. Une fois les explications données, les randonneurs peuvent repartir. Quelques jours plus tard, à Éclaron, ces marcheurs ont rendez-vous avec d'autres professionnels de santé et des habitants. La démarche reste la même, prévenir et informer. Il faut quand même se faire dépister parce qu'on n'a pas forcément de symptômes. C'est sûr, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des problèmes de constipation, diarrhée, enfin d'alternance constipation, diarrhée. Donc c'est important de se faire dépister. Ça consiste à aller rechercher un test. On va soit le chercher chez son médecin traitant, on peut le commander sur Internet ou aller le chercher à la pharmacie. Après plus d'une semaine de marche et 210 km parcourus, les randonneurs sont revenus sur Saint-Dizier, accueillis par quelques personnes. Je n'ai marché que 5 km tout seul sur les 210. J'ai fait des rencontres avec un tas de gens que je n'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam et donc avec qui on a même sympathisé, qui sont revenus à d'autres étapes, c'était pas prévu. Il n'y avait rien de prévu à l'avance, à part le fait que je sois le fil conducteur sur 8 jours. Ils ont même reçu des trophées et des récompenses de la part des élus locaux. Dans la Marne, une équipe de passionnés œuvre pour surveiller l'évolution de la faune locale. Le groupement d'intérêt cynégétique Argonne Sud, composé de chasseurs et de naturalistes, se consacre au recensement des populations animales. C'est ce que l'on appelle plus communément le comptage d'animaux. Le but est d'évaluer leur dynamique et d'adapter les pratiques. Célia Richard et Julien De Bruyne étaient en immersion. Numéro d'observation, le nombre total d'animaux surtout, et on compte impérativement également les chevreuils et les lièvres. Chaque année, au mois de mars, ces bénévoles se retrouvent pendant 2 semaines pour 4 sessions d'observation.
Tous se réunissent au sein du GIC Argonne Sud, un groupement d'intérêt cynégétique. Leur mission, observer, compter, analyser. L'objectif, suivre l'évolution de la faune locale et ajuster la gestion des prélèvements de chasse en fonction des données collectées. Et en fait, tous ces chiffres-là, ça va intégrer un carnet de bord. Et ce carnet de bord, on va l'étudier avec le CNPF, le Centre national des propriétés forestières, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la Fédération départementale des chasseurs et l'Office national des forêts. On va étudier ce carnet de bord avec eux et c'est grâce à ça qu'on va déterminer l'attribution qu'on va faire l'année d'après, donc le nombre de bracelets qu'on va attribuer à chaque société de chasse qui font partie de notre GIC. Après un brief précis, les équipes se dispersent en 4 circuits. Un au nord, 2 au centre du massif et un dernier au sud. Ce soir-là, c'est un parcours de 3 heures qui attend cette équipe avec une 50aine de kilomètres. Le comptage est aussi une façon de mieux gérer la chasse en apportant des données fiables. Une manière aussi de contrôler les excès et de rappeler que le gibier n'est pas une ressource illimitée. Alors, mon rôle de président, c'est d'essayer de fédérer les chasseurs. Ce n'est pas une chose simple, mais le but du jeu, on essaye de rassembler tout le monde. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours un tel qui veut le territoire d'un tel. Ça, c'est tout, c'est dans l'âme du chasseur, je pense. Dès qu'on commence à parler grand gibier ou sanglier, c'est compliqué. Sur le terrain, l'équipe de 4 chasseurs parcourt le chemin en voiture. Les paires d'yeux sont décuplés par les lampes et les jumelles thermiques. Dès qu'un animal est repéré, il est tout de suite signalé. Chevreuil. Ce soir, un technicien répertorie tout, les différentes espèces et le nombre d'animaux aperçus. En fin de soirée, les données récupérées sur les 4 parcours sont croisées. Le but, obtenir un bilan précis de la présence animale dans le secteur. Nous, en tant que techniciens à la Fédération des chasseurs, on a surtout pour rôle de conseiller nos adhérents, donc c'est-à-dire les chasseurs, donc que ça soit pour gérer leur territoire de chasse et puis pour gérer les territoires également. Et puis on a un devoir de formation et puis d'écoute de nos adhérents. Sur la gestion de la faune, donc on fait comme ce soir des indices nocturnes, donc ils vont nous permettre de dénombrer les animaux et d'avoir une tendance d'année en année pour permettre de savoir si la population est en baisse ou en hausse. Cette nuit-là, 392 animaux ont été observés. Sur les 4 soirs de comptage, 1712 animaux ont été recensés, dont une majorité de chevreuils et de lièvres. Parfois, les mêmes animaux ont pu être comptés plusieurs fois. On est lundi et il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis soirs, on est ensemble pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Ce soir, on va parler de tennis, de boxe, mais aussi de cyclisme. Et on commence tout de suite avec de l'athlétisme et un titre mondial pour un Haut-Marnais. Florian Roy, un athlète du sud de la Haute-Marne, a été sacré ce week-end champion du monde de lancer de poids dans sa catégorie d'âge, les 45-49 ans, ce qui n'enlève évidemment rien à sa performance. Avec un jet mesuré à 14,25 m, son record personnel, le pompier haut-marnais a remporté aux États-Unis son premier titre mondial 3 semaines seulement après avoir été sacré vice-champion de France. On reste sur l'international avec le 29e tournoi de tennis de Saint-Dizier. Il s'est déroulé toute la semaine, mais toi tu as fait un saut ce week-end pour les finales. Oui, encore une semaine de très haut niveau sur les cours Suzanne Langlaine de Saint-Dizier pour ce tournoi qui compte pour la 3e division mondiale du circuit. Sur les terrains, on a retrouvé des joueurs classés entre la 200e et la 600e place mondiale, qui sont souvent en progression vers le plus haut niveau. Et en finale, dimanche après-midi, Cocorico, 2 Français se sont affrontés. D'un côté, une pépite montante, le grenoblois Lohan Massard en gris, et de l'autre, un Strasbourgeois qui lui a déjà atteint le 240e rang mondial. Aujourd'hui, il est en reconstruction. T-shirt blanc, c'est Dan Haddad. Une finale de haute volée finalement conclue au bout du suspense par Haddad, 6-1, 4-6, 7-5. L'Alsacien de 25 ans succède au Belge Gauthier Onclin, vainqueur en 2024, et repart avec les $30 000 du tournoi. On l'écoute après sa victoire. Ça a été une bataille, on a tous les deux très bien servi. Je sentais qu'il me manquait vraiment pas grand-chose pour lui passer devant, et puis je m'en sors juste avant le tie-break, donc pour moi c'est vraiment génial. J'ai eu une année dernière très très compliquée. Je sentais depuis quelques mois, quelques semaines surtout, que c'était de mieux en mieux, mais il me manquait vraiment un petit supplément d'âme pour aller plus loin, un petit peu plus de confiance. Et puis là d'arriver, c'était ma première finale depuis 1 an et demi, et puis du coup premier titre aussi forcément. Donc c'est génial parce que c'est quand même un gros tournoi. Mon classement, ça va me permettre de regrappiller des places, donc je suis très content. Il y a des périodes où j'aime bien être un peu proche de mes racines. Donc là ça tombe très bien. Ce soir je vais rentrer voir ma famille.
Donc ça c'est génial de pouvoir célébrer le titre avec eux. C'est toujours mieux qu'être tout seul dans une chambre d'hôtel à l'étranger. Donc voilà, c'est la semaine rêvée pour moi. Une semaine de rêve aussi pour les organisateurs du CO Saint-Dizier puisque tout s'est très bien passé. Alors on est de plus en plus rodés, hein. On anticipe sur les subventions, on anticipe sur l'organisation. On a des équipes qui sont fixes depuis un nombre d'années, hein. L'équipe restauration, l'équipe du matin, de l'après-midi, les navettes, il y a la logistique aussi. Puis toujours Nicolas, le directeur sportif, et puis Adrien, qui sont là pour coordonner. Et comme je l'ai dit, hein, ça commence 2 mois avant. C'est pas uniquement la semaine du tournoi, hein. Et là, je pense que ce soir, ils vont tous souffler parce que ça s'est vraiment bien passé. Très agréable cette année. C'est la 29e. L'année prochaine, ce sera la 30e. J'espère que ce sera aussi une belle fête. Et on passe au sport collectif et aux résultats du week-end. On commence tout de suite par le rugby. Oui, surtout une belle victoire pour l'entente Saint-Dizier-Bar-le-Duc. Face à Longwy dimanche, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, mais cette victoire 38-12 valide la place de leader des bragards barésiens pour cette deuxième phase du championnat. Vous voyez ici une des actions qui a mené à un des 6 essais de l'entente. Direction désormais les quarts de finale du championnat avec le plein de confiance pour atteindre l'objectif, la montée en Régional 1. Moins de réussite pour les footballeurs chaummontais en Coupe de Grand Est. Oui, pour eux, l'aventure s'arrête en 8e de finale. Les hommes de Simon Giraud ont été dominés 2-0 par Villerutil. Les Haut-Marnais quittent la compétition et vont pouvoir se reconcentrer à 100% sur le championnat où le maintien est encore loin d'être acquis. Foot toujours, ce n'est pas le même niveau de jeu, mais l'histoire de ces filles vaut la peine d'être racontée. Oui, elles, ce sont les lycéennes barisiennes du lycée Poincaré de l'option foot en UNSS. Championnes du Grand Est, les filles de Sylvie Aquin participaient en début de semaine au championnat de France à Angers. Au final, une frustrante 9e place, mais surtout une très belle aventure collective pour toutes ces lycéennes. Un mot de handball cette fois-ci, avec des nouvelles de Lilou Pinta. Oui, quelques jours après ses 2 premières sélections sous le maillot de l'équipe de France, tout va bien pour la Haut-Marnaise avec son club. Les Dijonnaises se sont qualifiées pour le dernier carré de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions bis. La demi-finale et l'éventuelle finale auront lieu début mai, ce sera en Autriche. On revient un peu plus proche de chez nous et direction la petite commune de Reims-la-Brûlée dans la Marne. Oui, un tout petit village marnais qui s'est agité ce week-end pour son Grand Prix cycliste organisé par l'UC Vitry-Frinicourt. Et particularité ce week-end, le format contre-la-montre que vous voyez sur les images, un format que l'on voit assez rarement à ce niveau et dans la région. Un format de course où chaque coureur part tout seul pour un tour de parcours chronométré. Et celui qui gagne, c'est tout simplement celui qui va le plus vite. Et c'est d'ailleurs le local Vitria Benoît Cullier qui a remporté le contre-la-montre le matin avant la victoire d'Axel Rebouillat sur la course en ligne classique l'après-midi. Voilà pour les résultats de la semaine. Place désormais au grand format de ce soir et tu nous emmènes à la découverte d'un passionné, un collectionneur hors norme qui a créé un musée. Oui, depuis plus de 40 ans, Laurent collectionne les objets liés à la boxe. Tenues dédicacées, ceintures, trophées, plus de 4500 pièces remplissent sa collection. Il en avait tellement jusqu'au plafond chez lui qu'il a décidé d'ouvrir son musée. Et l'inauguration, c'était ce week-end à Saint-Dizier. Regardez. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba, ou plutôt celle de Laurent. Dans son musée, plus de 4500 pièces en rapport avec la boxe. Le fruit de 40 ans de collection, 40 ans de passion pour le monde pugilistique. Moi, ma femme, quand elle m'a connu au début, elle est un peu jalouse. Elle se disait, mais la boxe, je suis sûr que tu as un choix entre moi et la boxe, tu choisis la boxe. Je n'osais pas lui dire, mais oui, je choisis la boxe. Durant toute sa vie, Laurent a arpenté les rings et les salles du monde entier. Et à chaque combat, il avait sa technique à lui pour se rapprocher des boxeurs. Et quand j'arrivais devant un boxeur, je montrais l'album, je lui montrais comme ça. Donc il le prenait, il ouvrait. Et puis il voyait des choses, il dit mais c'est écrit en homographe, en couleur, vous voyez, tout est en couleur, avec des photos. Et je lui ai montré ça, et quand j'ai montré son album, il dit mais il y a même des photos que je n'ai pas. Et il me dit, et ils sont même ils sont émus, je n'ai vu même presque pleurer, qu'ils me disaient que même pas leur famille faisait ça, qu'ils étaient impressionnés, que moi ils me connaissaient même pas. Je lui montrais une photo, je lui dis, tu vois, par exemple, ton short là, je le voudrais bien. Et ben il craque, il me dit oui, je te l'envoie. Et c'est de là que c'est parti, que je me suis dit, c'est le déclic. Des tenues dédicacées, des affiches mémorables, des ceintures authentiques et des trophées historiques, mais surtout une infinité de petites pièces rarissimes. Dès qu'un objet touche à la boxe, il a sa place dans les armoires de Laurent. Des boissons, des verres, des assiettes, des bouchons, regardez, des capsules.
Des capsules de champagne, regardez, des capsules de champagne. J'en ai 2. J'étais dans une collection de champagne, ils n'avaient jamais vu ça. Ils m'ont dit, on ne savait même pas qu'il y avait de la boxe dans la capsule. Une passion pugilistique incommensurable transmise par un homme, son grand-père. C'est cette personne que vous voyez là avec moi en photo. Et j'avais 5-6 ans, regardez ma garde. Regardez comment je monte bien les bras. Quand j'avais 5 ans, c'est lui qui m'a mis dedans, quoi. Il m'aurait mis dans le vélo, peut-être que j'aurais été passionné de vélo. Il m'aurait mis dans autre chose, c'était pareil. Moi, pour moi, c'était mon héros, mon grand-père, vous voyez. Et à son tour aujourd'hui, Laurent espère transmettre l'amour d'avoir une passion. Pas que sur la boxe, par exemple, si c'est un fou de vélo qui vient, l'enfant, et qui voit que je lui explique que je fais mes albums, que lui, après, il part et il fait des albums. Si j'arrive qu'à avoir un, je suis content, j'ai gagné. Installer ce musée de 165 mètres carrés ici à Saint-Dizier, ville qui a vu naître d'immenses champions de boxe, une fierté pour ce bragard. Mais c'est pour ça que je veux créer ça ici à Saint-Dizier. Hein. C'est parce que les bragards, de toute façon, on a toujours c'est ce que je vous dis, on a toujours une culture de la boxe. Après, on a eu les Chanets, mais on a eu plein d'autres. Hein. On a eu aussi Anthony Prunier, on a eu Julien Imperiaux, on a eu tous ces boxeurs qui ont toujours illuminé Saint-Dizier. Et plusieurs de ces boxeurs que Laurent a adulés se sont déplacés pour l'inauguration du musée, la preuve que Laurent a lui aussi marqué à sa manière le monde de la boxe. Je trouve que c'est magnifique d'avoir rassemblé autant de pièces de collection, parce que c'est quand même des pièces de collection, des ceintures qui ont appartenu à des grands champions, des tenues, notamment la mienne en plus, mes frères. Donc non, c'est énorme. Moi, je tiens surtout à féliciter Laurent, qui est un grand passionné de boxe, et d'ailleurs aujourd'hui il nous le prouve, quoi. Il a une collection magnifique. Très très ravi de faire partie de son exposition. C'est un pur bonheur que mon ami de longue date, Laurent Schineur, ait pu aller jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de son aventure. J'ai envie de lui dire, t'es fou, mais continue, voilà. J'ai pas été boxeur champion, j'ai jamais été. Ils viennent pour moi, quoi. C'est le respect, c'est de les voir autour et qui sont là, présents, venir. C'est énorme. C'est énorme. J'oublierai jamais. Dès demain, Laurent ouvrira ce musée aux yeux de tous pour que la passion de la boxe rayonne encore longtemps dans la cité bragarde. Et pour ceux qui veulent visiter ce musée unique en France, il sera ouvert tous les après-midi. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. On termine cette info sport avec le rendez-vous de la semaine. C'est du volley avec le CVB 52 qui entre dans les playoffs. Oui, en quart de finale, le CVB est opposé à Toulouse. 2 premiers matchs ce vendredi et ce dimanche à domicile avant de partir jouer dans le sud. Pour se qualifier en demi-finale, il faudra remporter 3 des 5 matchs au programme. Vous retrouverez le résumé des 2 premières confrontations lundi soir prochain dans cette émission. Merci Gaël pour ces infos et on te retrouve lundi. Bonne semaine à tous et à lundi. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.